Bonjour à tous, c'est effectivement une nouvelle étape du Tour de France. Je crois la 7e étape du Tour de France. Il y en a eu en décembre à Bordeaux, Nantes, Liévin, Nancy. En janvier à Dijon, Caen. Hier, on était à Villeurbanne et donc aujourd'hui, on est à Aix-en-Provence. Il se trouve que j'ai animé chaque étape du Tour de France. Là, je suis secrétaire confédérale à la CFDT. Et elle va être un petit peu courte, cette table ronde, puisque nous avons 1h30 en tout pour à la fois écouter nos 4 intervenants et puis également pour échanger avec vous. Donc ce que nous allons essayer de faire, c'est que la table ronde dure 1 heure maximum pour qu'après vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Donc je vous présente les uns après les autres. Donc Claire Hédon, qui est présidente d'ATD Quart Monde, Orlane François, qui est présidente de la FAGE, Jean-David Abel, qui est vice-président de France Nature Environnement, et pour finir, Christophe Deltombe, qui est président de la CIMAD. Et là, aujourd'hui, ça a particulièrement du sens. Voilà. Donc je me mets au milieu. Le but de cette table ronde, en fait, c'est que tout le monde comprenne ce que c'est que concrètement le pacte du pouvoir de vivre. Donc il va y avoir 3 prises de parole de chacun de nos intervenants. D'abord, on va essayer de vous expliquer pourquoi et comment le pacte s'est constitué. Ensuite, nos intervenants choisiront chacun une proposition du pacte qui était portée par leur organisation, expliquer ce que ça leur apporte, que cette proposition soit portée par l'ensemble du pacte. Et puis après, pour 2 minutes, chacun des intervenants dira ce qu'il souhaite au pacte à l'avenir et après nous pourrons discuter ensemble. Donc je commence à me tourner vers Claire. Peux-tu nous expliquer les débuts de ce pacte, s'il te plaît? Bonjour à tous. Et si tu veux bien, Caroline, je vais commencer quand même par parler de Geneviève Antonios de Gaulle, nièce du général de Gaulle, parce qu'on est quand même dans un lieu particulier ici, qui a présidé le mouvement ATD Quart Monde pendant 34 ans. Et Geneviève Antonios de Gaulle était étudiante pendant la guerre, elle est rentrée dans la résistance, elle a été déportée à Ravensbrück, parce qu'elle a été arrêtée par la Gestapo. Et en fait, il y a 2 livres qui racontent son histoire. Elle l'a raconté très tard, 50 ans après, La traversée de la nuit, et puis un 2e livre, Le secret de l'espérance. Et en fait, quand elle découvre le bidonville de Noisy-le-Grand, dans lequel intervient Józef Brzezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, elle dit qu'elle revoit ce qu'elle et d'autres déportés ont vécu dans les camps. Et je trouvais important du coup de vous lire une phrase qu'elle dit là-dessus. Je ne comparerai jamais un bidonville à un camp de concentration. Les gens n'étaient pas là pour être détruits, mais quand on n'a pas d'eau pour se laver, pas d'endroit pour dormir, pas de culture parce qu'on ne peut pas y accéder, on arrive à des expériences qui ne sont pas si lointaines. Je sais ce qu'est l'humiliation de sentir mauvais. J'ai reconnu sur mes amis du camp des sans-logis de Noisy-le-Grand l'odeur que je connaissais bien, que j'avais portée sur moi. Puis elle ajoute, quand on a été touché par le mal absolu, la seule réponse est la fraternité. Voilà, je ne pouvais pas ne pas faire référence à Geneviève Antonios de Gaulle dans un lieu comme celui-là. Les origines du pacte du pouvoir de vivre, je vais en dire un mot et puis après vous développerez la suite du où on en est aujourd'hui. En fait, suite aux attentats, on a été plusieurs à se réunir autour des places de la République, dont la FAGE était là justement au début. Il y avait la Fondation Hulot, il y avait France Terre d'Asile, d'horizons divers, déjà à la fois des syndicats, des associations de protection de l'environnement et des associations de lutte contre la pauvreté, qui se sont dit mais il faut qu'on réfléchisse ensemble à des actions en faveur du vivre ensemble. Comment mieux vivre ensemble, comment mieux dialoguer. Il y avait déjà dans notre tête comment plus participer à la construction d'une société différente. Et on sentait bien qu'il y avait justement cet objectif de construire une société différemment. On a déjà à ce moment-là beaucoup réfléchi, c'était aussi après la COP21, sur les liens entre l'impact du réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre la pauvreté. Tout le monde est d'accord pour dire que les premières victimes du réchauffement climatique, ce sont les plus pauvres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les mesures qui sont destinées à pallier ce réchauffement climatique peuvent se retourner contre les plus pauvres. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans la construction du Grand Paris, l'arrivée du métro dans des banlieues éloignées aboutit à une rénovation du quartier, augmentation des loyers et de fait exclusion des plus pauvres. On a vu exactement la même chose à la Nouvelle-Orléans dans la reconstruction après le cyclone Katrina. On a vu exactement la même chose à Manille après un cyclone, où des familles ont été relogées avec qui on travaillait, qui vivaient sous un pont, ont été relogées à 50 km de Manille, et donc avec des difficultés d'accès tout simplement au travail. Donc si on ne réfléchit pas protection de l'environnement, lutte contre le réchauffement climatique et lutte contre la pauvreté ensemble, on n'y arrivera pas.
Et notre objectif, c'était bien de retrouver du sens ensemble. Et notre objectif était bien de construire une société différemment. Et c'était bien ça notre projet. Et je vous laisse raconter la suite. Alors la suite, justement, que s'est-il passé en 2019 ? Fin 2018 et 2019, il y a eu les Gilets jaunes. Nous, FNE, on était aussi dans les places de la République. On avait fait un certain nombre de prises de position communes dans le sens du vivre ensemble, comme Claire vient de le dire. On avait fait des tribunes, etc. Mais là, au moment de la crise des Gilets jaunes et au moment du démarrage du grand débat, de l'annonce du grand débat, on s'est dit qu'il fallait qu'on passe à des choses beaucoup plus concrètes en matière de portage commun des questions sociales, des questions environnementales et des questions démocratiques. Parce que ce qu'on ressentait, c'était une crise sociale, bien sûr, une crise d'horizon, enfin ça vient d'être tout à fait rappelé là, hein, une crise de société, on peut dire, pas juste une crise ponctuelle, mais aussi une crise démocratique, une vraie décohésion de la société qui amène de plus en plus de tensions, d'incompréhension, de violence. Nous, on voyait aussi que l'exécutif, le gouvernement, était dans une position de surdité complète par rapport à ça. On voyait évidemment l'hétérogénéité des gilets jaunes et ce qu'ils pouvaient porter en questionnant, mais aussi en plus négatif. Enfin, il y avait de tout. Mais on voyait aussi en face un exécutif très arc-bouté sur un certain nombre de certitudes, ce qu'ils sont d'ailleurs toujours aujourd'hui. Et c'est là qu'on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on passe à autre chose, qu'on a élargi en disant qu'on arrête justement, comme Claire vient de le dire, d'opposer les fins de mois et les fins du monde, qu'on porte ensemble les questions très fortes de nécessité de revitaliser la démocratie, d'impliquer les gens, de donner la parole, de redonner une vraie place au corps intermédiaire qui quand même par ce gouvernement et par d'autres avant était complètement minoré, chanté, etc. C'est-à-dire à la fois comme force de proposition et d'expertise partout, on va en parler aussi dans les ateliers cet après-midi, mais aussi comme contre-pouvoir, hein, un pouvoir tout-puissant. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a démarré en se disant on va faire une quinzaine, une vingtaine de propositions. Très rapidement, on en a fait plus. Les autres vont en parler tout de suite. Et après, alors qu'on était 19 au départ, on est aujourd'hui 54. Donc ça veut dire que l'intuition qu'on avait du fait de faire quelque chose d'inédit, de porter ensemble, au lieu d'être chacun dans notre couloir, droits de l'homme, social, environnemental, démocratie, éducation populaire, etc., le fait de le porter ensemble nous donnait une force par rapport au pouvoir public, mais aussi d'interpellation par rapport à la société. C'est ça qu'on a essayé, qu'on essaye toujours de faire. Merci beaucoup pour nous expliquer pourquoi ce pacte du pouvoir de vivre. Donc, il a été officiellement créé il y a un an, en mars 2019. Ensuite, il y a eu des étapes dans son développement. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Peut-être dire un mot sur la CIMAD avant. Oui, ayant visité ce camp d'aujourd'hui, ce camp des 1000, je ne peux pas ne pas rappeler que la CIMAD est née dans les camps. Elle est née dans les camps de Gur, Rivesaltes, Recebedou. Ce sont des camps dans lesquels on internait les indésirables de l'époque, donc les résistants allemands, les juifs qui quittaient l'Allemagne. Et là, des femmes, car ce sont des femmes qui ont créé la CIMAD, des femmes ont forcé les portes de ces camps, ont réussi à s'y installer, ont réussi à apporter un peu d'humanité dans ces camps. Et puis quand les choses ont commencé à mal tourner, qu'on a tout simplement donné les clés de ces camps aux Allemands et organisé les déportations vers l'Allemagne, alors on a effectivement organisé des filières avec des faux papiers, etc. Donc c'est évidemment très important pour nous. Cette visite ce matin était particulièrement émouvante. Le pouvoir de vivre maintenant, ce pacte, en fait, 2 mots d'histoire. Juste avant le pacte, il se trouve qu'après les élections présidentielles, juste après, ayant entendu le président Macron tenir des discours humanitaires magnifiques sur l'immigration, nous avons pensé que peut-être il serait opportun d'organiser des états généraux des migrations. Et nous avons demandé au gouvernement de les organiser et on a eu tout simplement un silence en guise de réponse. Alors on s'est dit que pour nous, il était important de les organiser. Alors on les a organisés. C'est plus de 500 organisations nationales et locales qui se sont réunies dans les états généraux des migrations et cette plateforme continue à exister et à fonctionner et à agir sur le plan des migrations. Mais il nous est apparu que c'était important également d'ouvrir les choses. Et lorsque s'est mis en place le pacte, nous avons évidemment répondu présent parce que l'immigration, c'est une partie d'un tout.
accueillir correctement les personnes qui viennent de l'extérieur, ceux qu'aujourd'hui, malheureusement, on peut voir comme étant des indésirables bien souvent par les politiques publiques qui sont menées. C'était pour nous essentiel de relier ce combat à celui qui est mené contre les grandes exclusions, contre la grande pauvreté et aussi contre ce qui aujourd'hui détruit notre planète au titre des climats. Et donc, nous avons décidé effectivement de mener le combat avec les autres, de poursuivre ce combat avec les autres, étant précisé qu'aujourd'hui, actuellement, en Europe, nous avons des camps de concentration. Je pense aux hotspots qui sont en Grèce, je pense à ce camp de Moria où des jeunes, des enfants, des mineurs se suicident parce qu'ils sont à ce point désespérés qu'il n'y a pas de solution autre pour eux. Je pense que nous avons une très grande responsabilité et que lutter contre les camps de concentration, c'est encore aujourd'hui une nécessité pour l'Europe, parce que nous sommes tous européens. Nous avons à faire ce combat. Ce combat est aussi à mener sur d'autres terrains, en particulier les centres de rétention administrative dans lesquels nous sommes. C'est encore un autre combat extrêmement important qu'il faut arriver à mener, car ce sont des lieux de désespérance extrême, extrêmement importants, et que nous tolérons sur notre territoire. Et pour finir, Orlan, le pacte donc s'est développé. Au début, il y a eu des rencontres institutionnelles. Est-ce que tu peux nous raconter ces différentes étapes ? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais juste commencer par dire combien je suis contente d'être présente. Et c'est vraiment un moment assez particulier d'être présent ici sur cette table ronde. Et le film, comme l'a dit Caroline, nous a un petit peu marqué. Et ça nous rappelle ce pourquoi on est là. Et surtout en étant membre d'une organisation étudiante, quand on repense aux périodes de résistance où les étudiants syndiqués ont eu aussi un grand rôle, et ce sont nos ancêtres, entre guillemets, qui sont engagés. Et ça me fait également penser à un monsieur qui nous a quittés l'année dernière, qui s'appelait Paul Boucher, qui a été également, qui a créé le syndicalisme étudiant comme on le connaît aujourd'hui, qui a été membre président d'ATD Quart Monde. Et ça montre déjà, au final, le lien que nos organisations, au final, se connaissent depuis des années, et au final, les liens qu'il y a aujourd'hui. Et ça nous montre à quel point aujourd'hui le pacte a une importance et résonne particulièrement dans cette temporalité. Donc, le pacte aujourd'hui, quand il s'est créé, du coup, il y a presque un an, il y a 11 mois maintenant, on fêtera c'est un an dans un an, dans un mois, pardon. Et il a voulu, c'était notre objectif, plusieurs objectifs qui ont été rappelés, mais c'était aussi un objectif de pouvoir aller peser au niveau des pouvoirs publics et auprès du gouvernement, parce que ça a été dit par Jean-David, on a quand même aujourd'hui un gouvernement qui a du mal à dialoguer avec les corps intermédiaires, avec les syndicats, avec les organisations représentatives. Et l'objectif, c'était de se dire voilà, comment au début à 19, puis maintenant à 52, 55, on peut avoir un impact qui est fort. Et au bout de quelques mois, on a pu obtenir un premier rendez-vous qui en a déclenché d'autres. C'était au mois d'août, rendez-vous avec le Premier ministre et plusieurs ministres déjà qui étaient présents à Matignon. C'est un moment fort parce qu'au final, c'était la rentrée du Premier ministre. Il avait décidé de faire cette rentrée du gouvernement en septembre avec les organisations du pacte. C'était un signal fort qui était envoyé à ce moment-là. Et on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on loupe ce rendez-vous, c'était important pour nous. Et je pense qu'ils ont été un petit peu surpris de ce qui s'est passé sur cette réunion. Parce que quand on est arrivé dans la salle, ils ont tout de suite voulu nous dire on va commencer le tour de table. Faites, dites-nous chacune, organisation par organisation, quelles sont vos problématiques actuellement et ce sur quoi vous voulez travailler. Et on leur a dit non, c'est pas comme ça qu'on veut travailler aujourd'hui. On est un pacte, on est un collectif. Ce rendez-vous, on l'a préparé collectivement et on ne va pas prendre la parole un par un, dire pendant 10 minutes ce qui ne va pas et ensuite on se dira au revoir et on partira de la réunion. On a dit nous, on a préparé des choses, on a des choses à vous demander et vous allez nous écouter. Et je pense que là-dessus, ils ont été un petit peu surpris et ça les a un petit peu marqués. Ils se sont dit ok, c'est pas juste un coup de communication qui a été fait en mars une seule fois, c'est vraiment quelque chose qui veut se structurer et qui veut avancer collectivement. Et ça, je pense que ça a un petit peu marqué les esprits. On est sorti du rendez-vous avec une promesse du Premier ministre qui était de se dire qu'on allait sortir 5 sujets prioritaires qui étaient le grand âge, qui étaient le logement, qui étaient les questions de vie associative de jeunesse, qui étaient les questions de minima sociaux. On a eu des rendez-vous qui nous étaient, en tout cas on nous a dit prenez les rendez-vous avec les ministres et on va pouvoir avancer. Je crois qu'aujourd'hui le constat est
assez négatif. On a pu faire seulement 3 rendez-vous sur les 5 prévus. On a eu des refus quand même de certains ministres de recevoir le pacte, ce qui est pas anodin. Et malheureusement, les rendez-vous, on ressent la même chose que depuis plusieurs mois. C'est bon, on fait le rendez-vous, on se dit ce qui ne va pas, on est d'accord sur certains constats. Mais malheureusement, derrière, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc je ne dirais pas que c'est tout négatif, parce que je crois qu'on a réussi à installer un rapport quand même de force assez conséquent. On a réussi à marquer quand même les esprits avec ce pacte, et je pense qu'on continue à le faire. Mais aujourd'hui, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, parce qu'on est loin d'avoir obtenu des choses. Et je crois qu'on a des choses à obtenir, mais si on veut continuer, il faut qu'on aille plus loin aujourd'hui, mais je pense que ce sera dans la suite des échanges. Il faut quand même rappeler que ce pacte a quand même que moins d'1 an, ce qui est très très court. Alors maintenant, ce que je vous propose, je crois que vous avez dans vos dossiers les 66 propositions, il me semble que c'est le cas. Donc l'exercice maintenant, pour comprendre concrètement ce que c'est que ce pacte, les intervenants de la table ronde vont nous dire un exemple de proposition qui a été portée par leur organisation et qu'est-ce que ça apporte que cette proposition soit également maintenant portée par le collectif du pacte. Je pose d'abord cette première question à Jean-David Abel. Quelle première proposition voulez-vous choisir ? Je vais illustrer la proposition 50, qui est garantir l'accompagnement des salariés et des entreprises quant aux conséquences de la transition écologique sur l'emploi. En élargissant un petit peu, donc évidemment, vous pouvez l'imaginer, France Nature Environnement, avec toute une série d'autres partenaires, porte des objectifs de transition aussi du modèle économique, du système globalement. Et donc, ça a des impacts. On peut parler d'énergie, on peut parler de mobilité, on peut parler d'agriculture. Là, ce n'est pas des entreprises. Mais dans toutes ces questions-là, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille au fait de pouvoir travailler, si possible, avec d'autres partenaires dans la société. Ça fait déjà un moment qu'on a des conventions avec des syndicats. On a fait une université d'été exclusivement avec beaucoup d'associations qui sont dans le pacte aujourd'hui, qui disaient la transition écologique, l'autre visage de la justice sociale. Parce que si on n'est pas capable de créer un horizon commun, si on oppose encore une fois ces urgences écologiques qui maintenant sont partagées, sont comprises par tous, à des enjeux économiques et sociaux de court terme, eh ben on va aller tous dans le mur parce qu'effectivement, on ne peut dignement proposer à personne de bouger, de remettre en cause. Ici, on voit bien les questions de Gardanne, d'Alteo et d'ailleurs. On a sur tous les territoires comme ça des questions de transition. Si on ne travaille pas, nous, ensemble, et avec les pouvoirs publics, à ces questions de transition, à ces questions de sécurisation des parcours, à ces questions de formation professionnelle, etc., eh bien, on sera en échec. Donc, nous, il y a longtemps qu'on a ça en nous, parce qu'encore une fois, je reprends l'exemple de l'agriculture, on a toujours été dans une volonté d'accompagner, de travailler avec le monde agricole pour changer le modèle agricole qui a des impacts très très forts sur la santé, sur l'eau, sur les sols, sur la biodiversité, etc., mais jamais contre les agriculteurs, etc. Donc, on a trouvé au sein du pacte cette proposition-là, et d'autres qui vont exactement dans le même sens sont exactement dans ce sens de porter, de mûrir ensemble, de préciser nos propositions en la matière. Merci bien. Christophe Delton, même question. Oui, nous avons fait plusieurs propositions, dont une proposition 24 que je reprends maintenant, promouvoir une politique d'intégration bienveillante qui s'inscrit dans notre devoir d'hospitalité. Il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui, la question migratoire est une question à enjeu politique extrêmement fort. Le gouvernement étant dans une logique de compétition avec l'extrême droite pour essayer de récupérer les voix de droite. Et à partir de là, on a une véritable surenchère sur l'immigration parce que c'est toujours sur ce sujet que se focalisent ces oppositions. Et du coup, le discours est complètement hystérique. Il est hystérique et il est fondé sur des choses qui sont fausses, sur des éléments qui sont purement inventés, sur des discours qui sont des préjugés. Alors, avec tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'entendre, il me semble qu'on est en plein dans le sujet. Oui, les préjugés sur l'immigration sont considérables. Alors, il faut revenir d'abord à des choses qui sont saines, à des choses qui sont claires, à des choses qui sont vraies, à des études qui sont faites et à des éléments qui permettent de mesurer les choses correctement. Je ne sais pas si tout le monde sait, mais des rapports parlementaires, aussi bien du Sénat que de l'Assemblée nationale, révèlent que l'immigration, c'est un plus pour l'économie. On ne le dit pas, on dit généralement le contraire. Alors, je pense qu'il faut avoir
un regard différent, il faut travailler au changement de regard, et puis ensuite il faut travailler à un accueil digne, c'est-à-dire un accueil qui ne soit pas celui qu'on voit aux frontières, où l'on a le non-respect de la loi purement et simplement par des refoulements, ce qui est illicite, où on a un mauvais traitement d'un certain nombre de populations parce que tout simplement leurs droits ne sont pas respectés. Le demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui doit normalement être hébergé, 50% d'entre eux ne le sont pas, ils sont dans des campements, pardonnez-moi, ce ne sont pas des camps fermés, c'est la rue tout simplement. Et puis, il y a la chasse qui est faite également aux aidants en général. Il y a donc tout un regard qui est totalement négatif et qu'il faut impérativement changer. Je pense qu'on a un gros travail à faire. Ce travail, il est à faire en France, il est à faire au niveau de l'Europe. C'est un travail en réalité qui est mondial parce qu'on voit monter partout les nationalismes et donc le rejet de l'autre et donc cette espèce de logique dont le film et cette visite démontrent le côté absolument pernicieux. Merci. Et donc porter cette proposition, en fait, qu'elle soit portée par d'autres axes, en fait, ça permet de la porter plus fortement. Et c'est ça qui est important, le fait de faire partie du pacte fait que nous sommes tous d'accord. Ce qui est très important dans la procédure que nous avons mis en place, c'est que toutes ces propositions ont été soumises à l'ensemble des associations faisant partie du pacte et que tous nous avons été amenés à nous prononcer sur les propositions des uns et des autres. Ce qui veut dire que la proposition que je viens de présenter, elle est validée par l'ensemble des organisations du pacte. De la même manière que nous avons validé toutes les propositions qui sont faites sur l'environnement, etc., au niveau de la CIMAD. Donc tout ça est très important et c'est ça qui fait la force du pacte, c'est ce côté collectif dans la présentation, même quelquefois un petit peu forte de certaines propositions, mais c'est ce caractère collectif qui est à mon avis extrêmement important, c'est ça qui leur donne un poids significatif. J'ajoute une dernière chose, dans les remontées qui ont été faites auprès des ministres, il y a un point qui n'a absolument pas été pris en considération, c'est la question migratoire. Là, le ministre de l'Intérieur, il s'est tout simplement évadé, ça ne l'intéresse pas du tout. Je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, sur le processus pour élaborer ces 66 propositions. Moi, je trouve que ça a été un vrai processus de participation et d'intelligence collective. Il y a un souvenir très précis, c'était à peu près il y a un an, on s'est réunis les 19 organisations et on nous a dit, bah, écoutez, en gros, vous arrivez avec 3-4 propositions et il faudrait qu'au bout de la journée, on en ait 15. Vous imaginez bien qu'en fait, on est arrivés tous, certes, avec 3-4 propositions, mais on s'est vite dit que 15, on n'allait pas y arriver. On a démarré d'ailleurs la réunion avec 63, on l'a fini avec 66, et on a été vraiment dans un processus, et je pense que ce que tu dis, Christophe, était important, où on se disait, non mais là, ce que tu dis justement sur les migrants, mais je suis parfaitement d'accord, là, ce que tu dis sur l'environnement, je suis d'accord, sur les étudiants, et du coup, il y avait une réelle adhésion de l'ensemble à ces 66 propositions, et ça montre qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut produire quelque chose de plus intelligent à plusieurs qu'en étant seul. Et j'ai trouvé cette journée, moi, absolument passionnante et dans la vraie intelligence collective. Et puis, je voulais rebondir sur une deuxième chose sur ce que tu as dit, c'est que nous, à ATD Quart Monde, depuis plusieurs années, on sort le livre « Les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ». On vient de le ressortir et donc il y a toute une partie sur les questions d'immigration, parce que alors là, c'est bien un domaine où on dit un nombre d'absurdités incroyables, beaucoup de choses sur l'environnement aussi. Voilà. Et donc, je voulais le redire parce qu'on se retrouve tous dans des dîners ou avec des amis à droite à gauche où on entend quelques âneries et avoir quelques éléments de réponse, ça peut parfois être utile. Ça enrichit la réflexion d'ATD Quart Monde. Voilà. Et oui. Alors, moi, je trouve qu'on est plus intelligent à plusieurs. On est bien d'accord. C'est bien d'avoir redonné ces précisions. Maintenant, est-ce que tu peux faire le même exercice, s'il te plaît ? Alors, nous, on bataille depuis un moment sur la question de l'évaluation de l'ensemble des politiques publiques et des nouvelles lois sur les 10% les plus pauvres, mais on dit aussi, et au regard des ODD, des objectifs de développement durable. On devrait avoir deux curseurs, l'impact sur les plus pauvres et l'impact sur l'environnement. Et si c'est ça notre curseur, on devrait pouvoir y arriver. Et je voudrais vous reparler de l'étude qui est sortie hier de l'OFCE. Vous en avez peut-être entendu parler. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et qui sort une étude hier qui dit que depuis le début du quinquennat, les 5% les plus riches sont les grands gagnants de la politique de Macron. Les 5% les plus pauvres sont les grands perdants. Vous pouvez aller sur le site de l'OFCE. Je vous conseille d'aller voir directement la slide 24
Et c'est vertigineux de voir ça. Je vous rajoute un deuxième chiffre. Les 5% les plus riches, depuis 2 ans et demi, ont capté 25% de gains cumulés en termes de hausse de pouvoir d'achat. Donc les inégalités n'ont fait qu'augmenter. Et là, ça, je veux dire, ça ne va pas dans le bon sens. Et nous, ce qu'on dit, c'est que franchement, on peut faire tous les plans de pauvreté de la Terre. Si pendant ce temps-là, l'ensemble des lois vont dans le mauvais sens et aboutissent à appauvrir les plus pauvres, ça ne sert à rien d'avoir un plan pauvreté. Ça donne bonne conscience pour pas cher. Et nous, on a été assez inquiets de ce plan pauvreté, qui pour nous déjà n'allait pas assez loin. Le discours du président de la République, qui avait passé 5 heures à Noisy-le-Grand dans notre centre d'hébergement, était merveilleux. Il a dit tout ce qu'on voulait entendre. Ça, les éléments de langage, absolument splendides. C'était choc de participation. On n'arrivera à lutter contre la pauvreté que si les plus pauvres sont impliqués. Le deuxième point, c'était accès aux droits, parce que la pauvreté, c'est une question de non-accès aux droits. Et donc, l'accès aux droits dans leur globalité est indispensable. Il a dit tout ça. Et il a dit l'objectif, c'est l'éradication de la grande pauvreté. Et pourquoi on défend ça ? Dire que vous allez seulement baisser la pauvreté, vous dites aux plus pauvres, on ne va pas s'occuper de vous. Parce que baisser la pauvreté, on va s'occuper de ceux qui sont le plus proches du seuil de pauvreté. Il a dit tout ce qu'on voulait entendre. Le plan pauvreté derrière était très pauvre, et puis tout ce qui est allé derrière, honnêtement, ne va pas dans le bon sens. Un premier exemple, la loi Elan sur le logement, rien sur l'accès au logement des plus pauvres, très peu sur la construction de logements sociaux. Nous, on est avec des familles qui sont trop pauvres pour accéder au logement social dans les zones tendues. Et puis après, je vous cite que 2 exemples, hein. La réforme de l'assurance chômage, qui va aboutir à quoi ? À plus de personnes qui vont tomber au RSA. Il n'y a absolument aucun doute. Il va falloir évaluer combien, mais ça va probablement être en centaines de milliers. Donc, voilà pourquoi on dit que le seul curseur, c'est d'évaluer les lois sur les 10% les plus pauvres. Parce que la lutte contre la pauvreté, ça concerne tous les secteurs. Ça concerne le travail, l'éducation, les études, la culture. C'est un point essentiel, la question de l'accès à la culture, l'accès aux soins, l'accès au logement, bien sûr. Et donc, voilà pourquoi on défend ça. Et puis, alors, le fait d'entendre maintenant les autres défendre cette proposition, c'est pour nous très important, parce que comment vous dire que quand c'est Laurent Berger ou Nicolas Hulot qui parlent de l'évaluation sur les 10% les plus pauvres, ben ça a un peu plus d'impact que quand c'est que ATD Quart Monde. L'union fait la force, l'intelligence collective, hein, tout ça, quoi. Orlane, même question. Alors, je vais le prendre un tout petit peu différemment. J'aurais pu vous parler des propositions qu'on avait faites sur, évidemment, qui sont très importantes sur l'accès à l'enseignement supérieur à l'éducation, sur la lutte contre les déterminismes sociaux dans l'éducation, sur la question d'accès aux minima sociaux sur les jeunes 18-25 ans qui actuellement encore n'ont pas accès au RSA, il faut le rappeler. J'aurais pu vous parler de tout ça, mais en fait, moi, j'avais envie de revenir sur des mesures qui n'étaient pas forcément celles de notre organisation et aujourd'hui qu'on s'est appropriées d'une manière encore plus conséquente parce que justement, en fait, ce pacte nous a permis de comprendre que si on voulait que notre plaidoyer, nous, sur les jeunes, les étudiants, fonctionne mieux, il fallait qu'on aille chercher ailleurs et qu'on se concentre également sur d'autres leviers qui ont été apportés par d'autres organisations. Je vais revenir sur le logement. Le logement, nous, c'est évidemment un sujet fondamental pour les jeunes et pour les étudiants, l'accès à un logement digne. Donc, c'est les premières propositions des 66, les 3-4 premières, sur l'accès à un logement digne. Je ne rappelle pas, mais les étudiants, c'est 20%, enfin 20% des jeunes 18-25 ans vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Le logement, c'est le principal champ de dépenses. C'est 50% du budget d'un étudiant qui a un logement. Donc, c'est essentiel. Et donc, la proposition qui parle de la rénovation thermique des logements, elle est pour nous fondamentale parce qu'au-delà des enjeux environnementaux qui en découlent, on sait très bien que 27% de nos émissions de gaz à effet de serre proviennent, je dis pas de bêtises, proviennent du logement et qu'en plus de ça, on l'a dit, ça touche prioritairement les plus précaires, parce que c'est celles et ceux qui ont généralement accès à des logements qui ne sont pas dignes, parce que c'est ceux qui coûtent un peu moins cher, et qui sont plus touchés parce que finalement, ils vont avoir une dépense énergétique qui va être beaucoup plus forte, ou alors ils ne vont pas pouvoir se chauffer, généralement. Et donc, cette situation-là, nous, c'était essentiel de pouvoir la défendre encore plus, parce que quand on rénove les bâtiments, en tout cas, nous, quand on pousse à rénover des bâtiments, des résidences sociales étudiantes, ça maintenant, ça rentre dans notre champ de plaidoyer en disant attention
à comment ils sont isolés, comment ils sont rénovés pour que ça puisse fonctionner et pour qu'on puisse avoir moins de précarité, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'était pour nous essentiel et cette mesure aujourd'hui rentre essentiellement dans notre combat. Également sur la question des APL. Aujourd'hui, il faut le rappeler, on a un gouvernement en 2018 qui a baissé de 5 € des APL. On va rentrer dans une réforme là en avril, enfin peut-être parce que ça fait 5 fois qu'on recule la réforme au fur et à mesure, mais peut-être en avril et qui va encore une fois impacter les jeunes qui rentrent dans la vie active d'une manière drastique. Ça va vraiment faire perdre du pouvoir d'achat à ces jeunes-là qui rentrent dans la vie active de manière assez conséquente. Donc voilà, pour nous, les propositions sur le logement, c'est vraiment un enjeu capital. Et quand on en discute avec toutes les organisations, c'est quelque chose qui revient très régulièrement et qui aujourd'hui doit être un cheval de bataille assez fort parce que ça vient toucher tous les domaines. La question de la précarité, la question des enjeux environnementaux, c'est ce qui résume au final le pacte et nous qui nous anime assez quotidiennement. Et je reviens sur cette journée de construction des propositions. C'est vrai que c'était un exercice qui était bien particulier. On est rentré dans la salle à 8h30 et on s'est dit, bah, ce soir à 19h, il faut qu'on ait acté. C'est-à-dire qu'on sort de la salle en se disant, le pacte, il est écrit et on ne reviendra pas dessus. C'est-à-dire que si on se dit, on se renvoie le document, on se fait chacun des retours, etc., on savait très bien qu'on n'allait jamais y arriver. Donc c'était vraiment une journée bien particulière où on se dit, on sortira de cette salle avec un pacte qui sera rédigé et définitif et où, comme Claire l'a dit, on a appris les uns des autres, on a été capable de valider des mesures sur lesquelles on n'avait pas forcément l'habitude de travailler, mais on a aussi appris, et je pense que c'est ça qui a soudé le pacte dès le début, à se faire confiance. Il fallait qu'on se fasse confiance entre organisations parce qu'on n'était pas forcément experts des sujets et il fallait qu'on se dise là-dessus, je sais qu'on partage des valeurs, je sais qu'on partage une vision de société entre organisations. Nous, en tant que FAGE, organisation étudiante, je vais faire confiance à la FNE sur les mesures, de lutte contre le réchauffement climatique parce que ce n'est pas mon champ de compétences. Mais là, j'ai envie qu'on y aille. Donc c'était vraiment quelque chose qui était bien particulier, qui nous a permis, je pense, de grandir en tant qu'organisation et d'apprendre un petit peu à sortir de notre carcan habituel et de regarder ailleurs et aussi de prendre en compte, en fait, de mesurer l'impact de ce qu'on demandait nous. Parce qu'on ne se rendait pas forcément compte, on demandait des choses, on avait un plaidoyer qui demandait des choses, on ne mesurait pas forcément l'impact sur d'autres domaines, sur le domaine de la précarité, sur le domaine des enjeux environnementaux. Et là, on a appris un petit peu à dire, OK, ce que je demande là, qu'est-ce que ça peut impacter de manière plus générale pour d'autres domaines. Donc c'était assez intéressant. Merci, c'est en effet intéressant de voir comme à la fois ça permet de porter des propositions plus fortement et inversement ça permet de nourrir des propositions de chaque organisation plus fortement. Maintenant, j'aimerais savoir, comme on a parlé de la constitution de ce pacte, des 66 propositions, pour les mois et les échéances à venir, ce pacte va continuer à grossir. Comment vous voyez l'avenir? Qu'est-ce que vous lui souhaitez? Voilà. Qui veut prendre la parole? Allez, on va faire On vient de dire le rapprochement des organisations, c'est la mise en place de rapports de confiance, et c'est aussi une intelligence collective qui se met en marche, une dynamique, et ceci devrait conduire à ce que dans les territoires, un peu dans toute la France, ces rapprochements d'organisations aboutissent à des actions communes, à des actions concertées sur des sujets qui sont par conséquent complémentaires, qui viennent s'additionner et se compléter. Je pense qu'il y a un premier objectif important. Il faut réhabiliter les corps intermédiaires. Aujourd'hui, ils sont totalement niés par le gouvernement et c'est un vrai problème de démocratie, un vrai problème, je dirais, de fonctionnement de la société. Et là, il y a quelque chose d'essentiel et on peut peser à la fois au niveau local et au niveau national. Et puis, il faut essayer de peser sur le politique. Alors, nous sommes 56 organisations, c'est ça ? 54, j'en ai mis 2 de plus, mais elles vont nous rejoindre très vite. Ce sont les prochaines qui vont arriver. À 54, on représente quelque chose. On représente suffisamment quelque chose pour que déjà le Premier ministre ait eu envie de nous réunir. Alors certes, pour ne rien faire, on sait très bien que ça n'a abouti absolument à rien, mais on va continuer. Et puis, on va peut-être monter un peu d'un cran. On a prévu le 5 mars prochain de fêter l'anniversaire du pacte, premier anniversaire.
on va essayer de le marquer de manière un peu forte, avoir un discours politique un peu fort, parce qu'il faut tout de même qu'ils se débouchent un peu les oreilles et qu'ils nous entendent. Et puis, on doit travailler, et ça, c'est une de mes marottes, mais je sais que je la partage avec d'autres, à faire que le regard change sur les plus pauvres, les plus exclus, les plus isolés, les plus maltraités par notre société. Je pense que nous représentons les uns et les autres une partie de ces populations et on a effectivement un travail à conjuguer pour aboutir à ce changement de regard. Je crois que c'est extrêmement important. Je pense qu'on va effectivement continuer. Les chantiers qui sont devant nous, là, c'est d'une part d'approfondir ces propositions, de les préciser, de les rendre plus opérationnelles, comme on a pu le faire ensemble au moment du projet de loi de finances, de préciser un certain nombre de points, d'aller les porter ensemble vers le gouvernement et vers les parlementaires, parce qu'on voit bien qu'il y en a un certain nombre, exactement celle, par exemple, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, assurer l'aspect social dans les transitions. Mais il faut vraiment mettre des contenus plus précis. Et ça, voilà, on est prêt à le faire. On a déjà commencé à le faire. Et c'est la première chose. La deuxième chose, Christophe vient de le dire, c'est d'améliorer notre efficacité collective en augmentant notre notoriété et en augmentant le rapport de force de fait, puisque en fait, faut dire quand même, hein, quand le Premier ministre nous a reçus, il a dit qu'on était un collectif sympathique et prestigieux. Pour vous dire le niveau de dérision, mais il le dit comme ça, hein, je veux dire, je ne pense pas qu'il dit ça à M. Pouyanné de Total ou à Mme Christiane Lambert de la FNSEA. Quoi, hein. Ce n'est pas des prestigieux et des sympathiques. Donc c'est ça, mais en même temps, quand il nous dit qu'on va travailler à la demande de Laurent Berger, ce qui est intéressant, on va parler de l'industrialisation avec le pacte productif pour contrer la désindustrialisation du pays. C'est Laurent Berger qui, avec nous, porte le fait de dire qu'il faut qu'il y ait un contenu écologique dans cette transition, sinon on va continuer à aller dans le mur, etc. Ça, on remet toujours le métier sur l'ouvrage, mais on n'avance pas. Donc il faut vraiment qu'on muscle notre discours, qu'on arrive sur un certain nombre de sujets à faire des choses qui, vers l'opinion, vers les médias, frappent plus dans cette diversité qu'on représente et qui font que des gens se disent tiens, mais si la Fondation Abbé Pierre, si porte des choses avec d'autres, ça veut dire qu'on n'est pas juste, encore une fois, la CIMAD sur ses combats, la FAGE sur ses combats, ATD ou nous, etc. Chacun dans notre précaré. Non, on dit ensemble des choses fortes et c'est ça qu'il faut vraiment qu'on rende plus efficace dans les mois à venir. En fait, c'est un projet de société, c'est un modèle de société qui est porté par l'ensemble de ces organisations. Compléter quelque chose, parce qu'en fait, on s'appelle le pouvoir de vivre, mais ce qui me semble, dans les choses qu'on a apportées vers les pouvoirs publics, y compris locaux, régionaux, etc., c'est le pouvoir d'agir aussi. C'est redonner la capacité à tous nos membres, aux citoyens, pas que nos membres, de remettre les pieds dans la porte, de dire ça suffit, cette manière de faire des décisions de la politique, etc., c'est plus possible. Et c'est quelque chose qui amène, j'y reviens, ce qu'on a vu là dans ce film, hein, cette désaffiliation, cette désaffection, cette décohésion sociale qui oppose, qui met tout le monde en concurrence les uns contre les autres, et dans lesquels on voit des dirigeants cyniques. Ça m'a fait penser, hein, excusez-moi d'être long, mais moi j'ai entendu un ministre de l'Intérieur français parler de tourisme, je ne sais plus quoi, à propos des migrants, ou tourisme médical. J'ai entendu le président dire que vivre avec des étrangers, c'était un problème et que c'était pas, etc., etc. Donc, quand on est dans ce niveau de cynisme-là qui nourrit les discours identitaires, etc., etc., je pense qu'encore une fois, on a plus que jamais, nous, et avec d'autres qui j'espère vont nous rejoindre, à porter un certain nombre de messages très très forts. De même, est-il tolérable d'entendre le président de la République dire que la France est trop accueillante ? Est-ce que c'est pas honteux de dire des choses pareilles ? Ou je crois que récemment, voire aujourd'hui, on a voté définitivement les 3 mois de carence d'accès aux soins des immigrés. Donc, voilà. C'est à moi. Ok. Du coup, sur la suite du pacte, déjà, je voudrais mettre en avant aujourd'hui qu'on a des organisations. C'est pas juste 52, 54, je sais pas. 54 organisations sur le papier, c'est des organisations qui sont vraiment actives et qui sont présentes. On était encore en réunion lundi soir. On était plus de 60 autour de la table. C'est-à-dire que tout le monde était là, tout le monde
on le voit, une volonté de continuer à agir. C'est pas juste des personnes qui ont mis leur logo et un soutien, qui ont affiché un soutien. C'est des gens qui participent, qui ont envie de voir avancer des choses, que ce soit de grosses organisations ou d'associations plus réduites. On a vraiment une volonté de construire des choses et d'avoir une action qui se prolonge. Je pense que la suite du pacte, il y a plusieurs enjeux. On a déjà des enjeux de très court terme, en effet, avec le 5 mars, l'anniversaire du pacte, qui va, au final, ce 5 mars va se découper en 2 temps, marquer les 1 an du pacte, porter un discours politique fort, même, je pense, vraiment être plus incisif que ce qu'on a déjà été, mais je pense qu'il faut maintenant qu'on le soit encore plus, qu'on montre qu'on a des attentes et que on a un petit peu, excusez-moi du terme, on en a un petit peu marre d'avoir des paroles, des belles paroles, mais pas d'actes au final qui s'en suivent. Et aujourd'hui, il faudra qu'on réaffirme, et le 5 mars va être décisif sur ce point-là. Et puis dans le plus court terme, le 5 mars, il va aussi servir à parler aussi des enjeux qui vont être de très court terme, puisqu'il y a des municipales, le premier tour le 15 mars, donc 10 jours avant... 10 jours après l'anniversaire du pacte, on aura le premier tour des municipales. Donc le 5 mars va être aussi un moment pour parler des municipales. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur dégager 10 propositions par rapport aux propositions du pacte qui s'accrochent au territoire et qui sont des compétences d'une municipalité et d'un maire qu'on mettra en avant pour dire aux citoyens, pas pour dire aux candidats de le mettre sur leur programme, parce qu'on sera le 5 mars, donc les programmes seront déjà envoyés à ce moment-là, mais pour dire aux citoyens, voilà, le pacte du pouvoir de vivre, c'est ces éléments-là, c'est ces valeurs-là, c'est ces 10 propositions-là. Servez-vous-en peut-être pour faire votre choix, pour éclairer votre choix dans le vote que vous ferez 10 jours plus tard. Donc ça va être 2 moments importants, cet anniversaire et ce temps des municipales, parce qu'au final, le pacte, il a été construit nationalement. Mais aujourd'hui, l'enjeu, il est tout aussi important de le construire sur les territoires. Et ce Tour de France, il a été là pour ça, pour enclencher des dynamiques sur les territoires, pour faire que les organisations qui ont travaillé nationalement travaillent localement sur leur territoire, parce qu'on a des mesures qui sont vraiment déclinables sur le territoire, et parce qu'on a besoin aussi de créer ces collectifs à l'échelle territoriale, notamment avec les réformes qui s'en suivent, où on a de plus en plus de poids qui sont accordés aux régions, etc., etc. Donc il y a des vrais enjeux là-dessus. Donc le Tour de France, on l'a vu, il a permis à des organisations qui s'étaient déjà structurées territorialement de renforcer leur action collective, mais aussi, je crois que c'est le cas ici, de commencer une action collectivement. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu à continuer à développer ces rassemblements territoriaux, parce qu'on pourra avoir un impact qu'en cumulant ces 2 actions, et nationale et territoriale. Et puis, je crois qu'il y a aussi un enjeu de plus long terme. Je crois qu'on est tous d'accord, et les organisations ont tout été aussi, pour dire que c'est pas quelque chose qu'on veut voir s'arrêter d'ici 2 mois ou d'ici 6 mois. On a vraiment envie de construire quelque chose sur le long terme, d'avoir quelque chose qui dure, et de faire passer le message, de dire qu'on sera là au municipal, qu'on sera là aussi dans 1 an, qu'on sera là dans 2 ans, qu'on sera encore là en 2022, et qu'on va avancer dans cette vision-là, avec une organisation qui va, j'espère, continuer aussi à attirer d'autres organisations, parce qu'on a encore des organisations, je pense, qui pourront nous rejoindre et qui pourront encore plus accentuer le poids aujourd'hui de ce pacte. Oui, je veux rebondir sur ce que tu as dit, Orlane. Je pense que le travail au niveau local est vraiment indispensable. Si on veut que ce pacte prenne de l'ampleur, si on veut que nos politiques bougent, il faut que la société bouge. Je pense d'ailleurs que dans la société, on est plus nombreux à être pour de la solidarité, pour de l'accueil des migrants, que contre. Je pense qu'on entend simplement ceux qui sont contre, mais il faudrait qu'on entende ceux qui sont pour. Et ça, c'est au niveau local que ça peut se faire. Donc je pense que je voulais réinsister sur ce que tu as dit, parce que vraiment, vous allez vous régulièrement interpeller des candidats. Allez-y à plusieurs. Avec plusieurs organisations, je pense que dans ces cas-là, on a quand même plus de poids. Donc ça, c'était la première chose qui, pour moi, me paraissait importante, c'est faire bouger la société. On a besoin de faire connaître ce pacte du pouvoir de vivre. Il n'est pas assez connu. Hier, d'ailleurs, Nicolas Hulot disait qu'on devrait rajouter dignité derrière. Le pacte du pouvoir de vivre dignement. Voilà. Je pense que c'est intéressant. On se bat pour la dignité des personnes. Et donc il faut le faire connaître, il faut en parler autour de soi, il faut se réunir.
C'est vrai que pour l'instant, franchement, on n'a pas l'impression qu'on arrive beaucoup à faire bouger les choses. Il faut être assez honnête. Mais, Orlane, tu en as parlé, cette réunion chez le Premier ministre, moi, j'en suis ressortie assez fière de nous. Non, mais parce qu'il y a des moments où on se dit qu'on n'avance pas, on n'est pas content de nous et tout. Il y a des moments où on peut se dire qu'on est... Parce que cet exercice qui a été fait, où il n'y a que quelques personnes qui ont pris la parole au début, qui ont parlé au nom des autres associations et qui ont défendu ce que défendaient d'autres organismes, je pense que ça a eu quand même beaucoup de poids. Après, effectivement, ça n'a pas été suivi derrière. On a décroché que 3 rendez-vous avec les ministres et il nous a dit surtout qu'il allait nous revoir dans 2 mois. C'était fin août, hein. On est début février, donc on n'a pas de rendez-vous. Donc oui, il y a une partie où ça n'avance pas comme il faut, mais je pense quand même qu'on démontre une cohésion sur laquelle ils sont peut-être quand même un petit peu étonnés qu'on arrive à s'entendre aussi bien. Et ça prouve bien qu'on est sur un projet de société différent et qu'on se rend compte là-dessus. Voilà, donc soyons réalistes, c'est pas facile, on a du mal à se faire entendre. On n'est pas avec un pouvoir qui pense que l'intelligence collective est quelque chose d'intéressant et que travailler ensemble, construire ensemble, c'est quelque chose qui est important et qui permettrait de faire bouger la société. Mais on est quand même en train de construire quelque chose de différent et je pense qu'il faut vraiment s'accrocher à ça. Merci beaucoup. Vraiment, merci parce que c'est incroyable. Vous avez tenu l'heure en disant plein de choses intéressantes. Chapeau. Non, franchement, vraiment bravo. Hein. Et maintenant, oui. En fait, on est très éblouis, mais à vous la parole. On va prendre 5 ou 6 questions. Nos 4 intervenants vous voient beaucoup mieux là. Répondent, etc. Ouais, tout en haut, je vois aussi une main tout en haut. Ouais, je vois plein de mains en fait. J'y vais ? Ouais, Patrick Prost, CFDT des Hautes-Alpes. Alors plutôt un témoignage qu'une question. D'abord, je veux dire que je suis très fier d'être dans ce lieu, très, très fier d'être avec tous ces partenaires. Alors, c'est 54 partenaires, mais ceux qui sont sur cette table ronde, ce que je pense qu'on a... Et fier parce que je crois qu'on essaie de construire quelque chose de collectif, de quelque chose de transversal. Et donc nous, on l'a pris à bras le corps, parce que dans les Hautes-Alpes, on a commencé à réfléchir sur ce pacte de pouvoir de vivre. Et donc on va essayer de le décliner localement. On a recensé une douzaine d'associations qui pourraient participer à cette aventure. Et donc on vous donnera des nouvelles là-dessus. Et je serais tenté de dire aussi, puisque je suis aussi un ancien responsable régional, mais je m'occupe toujours du logement. Mais au-delà du logement, je pense qu'en PACA, on cumule les 5 ou 6 chapitres qu'il y a dans ce pacte du pouvoir de vivre. On cumule l'environnement, bien entendu, on cumule le problème de la pauvreté, on cumule le problème du logement. Il manque 100 000 logements accessibles en PACA. On cumule pas mal de choses. J'en oublie certainement. Et donc, je crois que c'est l'intérêt, justement, de pouvoir travailler là-dessus. La partie 5 sur la démocratie. Comment ? Les dysfonctionnements démocratiques. Oui. Aussi, oui. Non, mais voilà, OK. Puisque PACA était quand même touché de plein fouet, démocratiquement aussi, quand même, avec un certain nombre d'élus d'extrême droite. Hein, et je ne voudrais pas qu'on aille beaucoup plus loin là-dessus, bien au contraire. Donc, dans le pacte, il y a, et je le disais tout à l'heure, je suis sur le logement. Dans le pacte, il y a 2 organisations qui sont sur le logement. Il y a les OPH, la Fédération des OPH, et les coopératives HLM. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur. Et je pense qu'il faut rappeler à ces 2 organisations qui sont dans le pacte qu'ils ont une responsabilité sur la pauvreté et qui doivent construire. Aujourd'hui, en PACA, nous sommes à 75% des agréments des objectifs. C'est une honte. Et dans ces objectifs, ce sont essentiellement les partenaires sociaux au travers d'Action Logement qui ont construit du logement. Voilà. Merci. Ouais. Il y a aussi la Fondation Abbé Pierre. Qui est On vous répondra. Bernard Zanboni, j'appartiens aussi aux Hautes-Alpes. J'appartiens à la Mutualité française. D'accord. Et je suis aussi à l'assurance maladie, à la CEPAM, et je milite dans le cadre de la commission d'action sociale pour que
les gens puissent avoir des prothèses dentaires, des lunettes, etc. Je milite aussi pour l'accueil des migrants sur Briançon. Voilà. J'ai retenu effectivement la plupart des objectifs que vous avez définis sont destinés à secourir, vous l'avez dit tout à l'heure, 10% des plus démunis en France. Mais je n'ai pas trouvé de mesures concernant la protection du pouvoir de vivre de ceux qui se trouvent au-dessus. C'est-à-dire que j'ai bien peur que les classes qu'on appelle inférieures, entre guillemets, mais juste au-dessus du seuil de pauvreté, échappent un peu à vos radars. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, on assiste à une paupérisation des classes moyennes et que rien n'est fait pour essayer de sauvegarder leur pouvoir d'achat. Je pense par exemple à une mesure qui avait été prise par le gouvernement Macron, à savoir augmenter la CSG des retraités de plus de 1 200 euros. Mais 1 200 euros dans notre société, si on est locataire, etc., c'est déjà la pauvreté. Et je pense que s'il faut penser aux plus pauvres, aux plus démunis, 10% de la population, il faut penser aussi à ceux qui sont juste au-dessus et éviter qu'ils tombent effectivement dans les 10% qui deviendront 15 ou 20%. Merci. Merci. Bonjour, Nathalie Chaudon, France Nature Environnement, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci de vos témoignages. L'enjeu, ce qui a été cité, c'est l'enjeu de territorialiser ce pacte. Je pense que c'est là l'essentiel. Aujourd'hui, c'est un début. Donc nous, avec toute notre équipe France Nature Environnement, on vous invite à se rencontrer et à se mobiliser pour territorialiser ces propositions, notamment en vue des futures régionales en 2021, où là, nous pourrions faire un plaidoyer commun et interpeller les candidats. Voilà. Je vois une autre main là, mais je... Oui. Ah, pardon. Oui. D'accord. Oui, bonjour. Moi, je suis plutôt adhérente de l'URIOP. Je suis dans le secteur du handicap. Donc voilà, je découvre le pacte. Juste une question. Il y a un groupe de 150 là qui est en train de réfléchir, vous savez, à la transition écologique et qui a été constitué à la Convention suite. citoyenne. Oui, voilà. Je voulais savoir si le pacte avait des liens avec ce groupe-là, parce que je pense qu'il y a des propositions communes, il me semble bien. Donc voilà, c'était voir, parce que les initiatives comme ça qui partent de partout, je me dis, est-ce que le pacte est vigilant à justement continuer à harmoniser un petit peu les choses et à les regrouper, parce que j'ai l'impression que, voilà, moi j'ai l'impression d'un petit peu de satellisation un peu partout de choses, et je trouve que le citoyen est peut-être bien perdu là-dedans. On prend encore 2 questions pour une première réponse, et puis après on reprendra d'autres. Florent Houdemont, plus qu'une question, des remarques. Donc, je suis le directeur en région PACA de la Fondation Abbé Pierre. Une petite chose d'abord après le film, et ça a été dit, dans une région où l'extrême droite fait des scores abominables et l'extrême droite la plus dure. Je suis étonné de voir le nombre de structures qui, à un moment ou à un autre dans leur histoire, sont nées aussi de héros de la résistance. C'est évidemment le cas de l'Abbé Pierre, héros du massif du Vercors ou de la Chartreuse, qui a caché des juifs et s'est beaucoup battu bien avant l'appel de l'hiver 54. Donc c'est quelque chose qui me marque. Je suis marqué, alors qu'on n'était pas présent autour de la table, de voir le logement sortir aussi souvent, et on ne peut que s'en féliciter. Pour dire quand même qu'en région, le Tour de France, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a des propositions riches et fortes, vous l'avez dit, qui doivent permettre de faire un rapport de force avec le gouvernement sur le plan des politiques nationales. Et ça a été dit, j'ai lu avec attention le rapport de l'OFCE, que les choix fiscaux sont vraiment pas bons. On a le sentiment quand même d'un gouvernement qui met de l'intelligence dans les propos. Sur le logement, c'est le cas avec le logement d'abord, dans la lutte contre le sans-abrisme, mais qui derrière se montre complètement incohérent dans ses choix fiscaux. Et je pense que c'est le rôle de nos organisations au plan national de créer ce rapport de force, mais effectivement localement, il est important et je soutiens l'appel de la FNE et qu'on continue à travailler ensemble sur l'horizon des régionales, mais là on va être sur la séquence courte des municipales, je pense qu'on travaillera dès cet après-midi. Il est important qu'on arrive à mailler ça sur le plan local, parce qu'aujourd'hui de plus en plus de politiques, et c'est évidemment le cas du logement et de l'habitat, ne sont plus tellement fabriquées au plan national, mais avec la décentralisation de plus en plus fortement par les politiques locales. Et beaucoup de choses se jouent, la politique sociale des départements, la politique du logement et de l'habitat, au niveau des municipalités ou des intercos, évidemment l'environnement, la mobilité, etc. au niveau des régions. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer ici localement,
Pour revenir sur le côté sympathique, la manière dont nous décrit le Premier ministre, moi je suis étonné de l'expertise de nos organisations. Je pense que dans le rapport de force, il ne faut pas qu'on sous-estime. Si on additionne l'ensemble des militants de En Marche, Républicains, PS, etc., on peut les compter. Mais si on se compte nous, l'ensemble de nos organisations, il n'y a pas photo. Ça, c'est la première chose. Donc on a un pouvoir d'organisation qui est énorme. Et en matière d'expertise, un petit témoignage sur la campagne qui s'ouvre à Marseille, très marquée par les drames du mal-logement cette année. On est un certain nombre d'organisations, une trentaine, beaucoup sont signataires ici, la CIMAD, Compagnon Matisseur, etc., à avoir proposé 14 mesures, 60 engagements pour un logement plus juste sur la métropole d'Aix-Marseille-Provence. J'ai commencé à rencontrer les candidats municipaux. Je suis stupéfait de l'absence de vision, de la faiblesse de leur programme, voire de la vacuité de leur programme, et de l'expertise qu'en face on est capable de produire. Donc je pense que réellement, il y a quelque chose à faire vivre dans l'ensemble des séquences électorales, et avec notre capacité à gagner la bataille de l'opinion, qui va quand même être dans le rapport de force essentiel si on veut avancer ensemble. Donc voilà, merci. Une dernière question. Oui, bonjour. Rémi Charpy, président de la Mutualité française 04. D'abord, souligner le tour de force, comme c'est marqué, pas le Tour de France, mais souligner le tour de force de réunir 54 organisations en espérant qu'elles soient beaucoup plus nombreuses dans le futur pour avancer. Moi, je voudrais dire juste comment j'ai reçu ce pacte du pouvoir de vivre, au-delà du tour de force que ça peut représenter. Il y a dedans un certain nombre de propositions, il y en a 66. Mais si on les regarde comme ça, vu de loin, juste en les lisant, ça ressemble beaucoup plus à des mesures incantatoires qu'à une véritable politique. Ce n'est pas que je veuille les minimiser, ce qui a été dit ce matin, c'est important, mais il faut leur donner du corps. Il faut leur donner de la concrétude pour que ça puisse être porté. Et si notre participation se limite à se regrouper au niveau de département pour dire ben voilà, on va porter 66 propositions, on va faire comme on fait depuis un certain nombre d'années, on va rencontrer des élus, on va rencontrer l'État, on va rencontrer un certain nombre de personnes, on leur dit ben voilà, on a un certain nombre de propositions. Et moi, il me semble que pour donner du concret, de la force et de la vigueur, on a peut-être chacun dans nos départements ou dans nos villes des actes ou des lieux ou des actions qui peuvent être cibles et qui peuvent marquer justement cette possibilité pour ces organisations de se retrouver et œuvrer à quelque chose qui soit reconnu par tout le monde. On peut avoir plusieurs exemples, on peut en porter plusieurs de projets, mais ça aura l'avantage de donner de la force et de la concrétude. Voilà, ça c'est mon premier élément. Le deuxième concernant le pacte du pouvoir de vivre, moi dans vivre, j'entends que le pacte doit pouvoir vivre aussi en se nourrissant, comme ça a été dit ce matin, de la réalité de la vie et de ce que disent aussi les citoyens. Et je ne peux pas m'empêcher en disant ça, en pensant à tout le débat et à toutes les actions qu'il y a en ce moment autour des retraites. Mon collègue tout à l'heure des 05, il dit il faut à un moment donné penser aussi aux classes moyennes ou à celles qui sont juste au-dessus de 1200, si à 1300 on est une classe moyenne, hein, enfin, ceci se dit en passant. Il me semble qu'en ce moment le gouvernement fait preuve d'une surdité à l'égard des citoyens concernant le régime de retraite qui est préjudiciable et qui peut mettre en cause, si ce projet était voté, de mon point de vue, des éléments forts du pacte du pouvoir de vivre. Donc on doit pouvoir aussi, dans ce pacte de pouvoir de vivre, rediscuter un certain nombre d'éléments pour les faire évoluer. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors il y a beaucoup de questions importantes qui ont été posées. Je vous laisse les choisir. Alors d'abord sur la question des 10% les plus pauvres, surtout ne pas mettre en concurrence plus pauvres et moins pauvres, parce que ça on ne va pas s'en sortir. Mais ce qu'on sait, nous, c'est que le curseur de partir du plus bas permet de ne pas les oublier, mais vous avez 10 000 fois raison. D'abord, le taux de pauvreté en France, il est à 14,3%, dernier chiffre de l'INSEE, donc il est déjà au-dessus de ça. Et il y a des gens qui sont en immense difficulté suivant le prix du logement de la région. Donc bien sûr, surtout pas monter les gens les uns contre les autres, autrement on n'avancera pas. La convention citoyenne, donc, qui se passe au CESE, au Conseil économique, social et environnemental, effectivement, nous, en tout cas, on suit ça d'assez près. Notre inquiétude était que les plus pauvres ne soient pas représentés
dans cette convention citoyenne et qu'on passe à côté de quelque chose. Apparemment, on s'est inquiété de ça. Il y a quelques personnes aux minima sociaux, mais ce n'est pas si évident que ça qu'on arrive à couvrir l'ensemble du spectre de la population. La question de la justice fiscale, la suppression de la taxe d'habitation sur les 20% les plus riches, c'est 10 milliards d'euros. Donc, il y a de l'argent là. On va encore faire un cadeau aux plus riches à terme. Le logement, une autre des batailles aussi à demander aux candidats en ce moment, c'est l'application de la loi SRU. Est-ce que dans les endroits où on vit, le 20% de logements sociaux est respecté ou pas respecté? Ça aussi, c'est des choses à demander aux candidats. Et sur la force et la pertinence de ce qu'on peut apporter, je suis d'accord avec vous que de temps en temps, en face de nous, on se dit que on pourrait les aider, quoi. On pourrait aider le gouvernement et les municipalités à faire quelque chose. Et donc c'est un peu dans le vrac où je réponds à tout ce que vous dites. Et sur donner corps à nos propositions, alors je ne sais pas si vous avez vu le détail qui a été fait, proposition par proposition, quasiment pas toutes, mais une grosse partie, où on est allé détailler, mais finalement dans cette proposition, on demande quoi et comment on est plus concret et plus précis. Donc je pense que c'est ce qu'il faut aller voir pour voir comment on détaille et ne pas hésiter à nous dire des compléments d'information que vous voudriez apporter là-dessus. Et effectivement, il faut qu'on soit de plus en plus pertinent sur le concret des propositions qu'on demande. Je vais juste rebondir sur deux questions qui ont été posées. Jean-David, tu reviendras sur la question de la Convention citoyenne, donc qui est actuellement en cours en effet au CESE, qui normalement rendra ses conclusions en avril. Alors le pacte en tant que tel n'a pas forcément suivi cette convention. Par contre, de nombreuses organisations qui font partie du pacte sont membres du CESE. Et donc, via leurs membres au CESE, ont pu le suivre. Jean-David, tu en fais partie. Je laisserai pareil, parce que du coup, tu es conseiller CESE, donc tu auras une plus grande expertise que nous. Juste pour dire que, bon, au-delà des attentes qu'il y a autour de cette convention citoyenne sur le fait que quelles vont être les réponses du gouvernement face aux propositions qui seront faites par les citoyens tirés au sort, et surtout comment on ne met pas de côté, on ne met pas de côté la place des corps intermédiaires, des organisations qui, depuis des années, font des propositions et ont des demandes sur ces questions-là. Comment on ne remet pas en cause ces deux choses-là? Comment cette participation citoyenne, qui est très bénéfique, ne doit pas rentrer en concurrence ni venir évincer le poids et la demande des organisations qui, depuis des années, portent une expertise et un discours sur ces enjeux, là. C'est d'ailleurs une de nos propositions dans le pacte, la participation citoyenne, la réforme du CESE, etc. Ça fait partie des propositions sur le dernier axe, sur la question de la démocratie et du pacte, de réformer le CESE pour y inclure une forme de participation citoyenne. Maintenant, il faut voir quel sera l'impact et comment on ne met pas en concurrence ces deux formes de participation et ces deux formes de démocratie. Et juste sur les fiches, enfin sur les précisions, en effet, mais tu viens d'y répondre, il y a un vrai enjeu. On n'a pas encore fait tout le travail de précision des propositions, mais c'est en cours parce qu'en effet, quand on en regarde certaines, on peut se dire, sur garantir une orientation tout au long de la vie, oui, d'accord, ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qu'on attend derrière concrètement? Et c'est évidemment un travail qui est essentiel. Je vais revenir sur la Convention, mais juste d'abord parler, l'objectif c'est bien de parler à tout le monde et de tout le monde et de créer un nouvel horizon de progrès commun. Ce n'est pas, encore une fois, opposer les uns et les autres. On a bien vu que dans les Gilets jaunes, il y avait cette question du déclassement, cette question de la crainte, etc. Mais quand on propose des choses sur une réforme fiscale et une autre répartition des efforts, quand on parle de mobilité, de logement, de pacte intergénérationnel, etc., on parle vraiment de tout le monde et à tout le monde. Je crois que c'est vraiment important de voir que je pense tout le monde a cette vision de cohésion et non pas de s'adresser à tel ou tel segment de la société. Sur la Convention citoyenne, dont vous savez qu'on dit qu'elle est sur le climat, mais elle est sur des choses précises, à différents niveaux de responsabilité, sur se loger, se déplacer, s'alimenter, consommer, produire différemment, etc. Donc on n'y est effectivement pas en tant que pacte, mais d'une part, collectivement, un certain nombre d'organisations qui sont membres du CESE ont produit, en reprenant des anciens avis CESE, des propositions concrètes qu'on a transmis aux citoyens.
Et d'autre part, un certain nombre de nos organisations sont appelés dans des tables rondes, dans des ateliers. C'est les citoyens eux-mêmes qui disent « nous, on veut de l'expertise sur de la mobilité, sur le climat, justement, sur l'alimentation, sur les pesticides, sur ce que vous voulez ». Et chaque fois, il y a X et Y personnes, enfin organisations qui sont appelées, et un vrai nombre d'organisations du pacte ont pu comme ça participer aux travaux. La vraie difficulté, je pense, attention, c'est celle que Orlan a dite, pour nous, on est complètement pour les conventions citoyennes, les conférences de consensus sur des sujets bien précis, dans lesquels, en formant les citoyens, on peut avoir, au bout de longtemps, 6 mois, 8 mois, des propositions intéressantes. Là, on est dans un exercice dans lequel on est dans un fourre-tout, dans lequel il n'y a pas eu de formation, dans lequel ça va très vite, dans lequel il y a beaucoup de sujets très complexes, juridiquement, techniquement. Enfin, vous imaginez, quand on parle de mobilité, mobilité en milieu rural, allez-y, etc. Si on veut que les citoyens ne restent pas à des niveaux d'incantation, là aussi, c'est compliqué. Et nous, on a bien vu dès le départ, ça fait partie de la suite du grand débat avec le pacte, qu'il y avait un risque, d'une part, que ce soit un exercice seulement de communication, et d'autre part, qui permette au passage, encore une fois, d'écarter ce que nous sommes, la société civile organisée, les corps intermédiaires qui, eux, ont des propositions qui viennent de loin, qui viennent des territoires. On parlait des logements, là, mais les logements, les offices HLM, l'USH et tout, ils viennent de se prendre plusieurs milliards de ponctions sur leurs réserves par le gouvernement. Donc, nous, on a toute une série de propositions expertes à proposer. On ne les met pas en concurrence avec des formes de participation nouvelles, mais par contre, on souhaite, et on dit, on rappelle, et ce sera pareil au niveau local, que les pouvoirs publics, les exécutifs ne doivent pas pouvoir se passer comme ça de cet exercice du dialogue social, du dialogue environnemental, etc., avec les organisations que nous représentons. Parce que sinon, il y a un jeu triangulaire avec les médias. Regardez, il y a des citoyens, c'est super. Quand Macron y a été là, il n'y a pas longtemps, il a bien dit que, contrairement à ce qu'ils avaient dit au départ, il y aurait des filtres et qu'il n'y aurait que certaines propositions qui seraient transmises au Parlement ou posées en référendum. Donc ça y est, on commence déjà à choisir et à trier, etc. Donc attention, je pense que vous posez les mêmes questions que nous là-dessus. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure sur cet ensemble de propositions qui sont faites, qui donnent l'impression de la lecture d'un catalogue un peu éclectique, et qui, finalement, quand on le lit comme ça, de manière un peu rapide, donne l'impression d'une espèce de choses un peu pas très cohérentes. En réalité, quand on prend chacune de ces mesures, ça a été l'exercice que de faire des propositions, donc on est concret. Mais quand on prend chacune de ces mesures et qu'on réfléchit à ces mesures, qu'on voit un peu d'où elles viennent et quelles sont les organisations qui les ont portées, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des connexions très fortes avec les autres mesures. Un ou deux exemples. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a une circulaire qui impose le transfert d'informations entre les SIAO et l'OFI. Les SIAO, vous voyez ce que c'est, l'OFI, l'Office français Immigration Intégration, et il s'agit en réalité d'un flicage, purement et simplement. Et que ce flicage entraîne des conséquences très claires. C'est qu'effectivement, vous avez des personnes qui, ne voulant pas être contrôlées parce que, éventuellement, dublinées, vont repartir, vont quitter ces lieux et vont alimenter les campements. Et on retrouve la question des campements. Et on va retrouver derrière la question de l'hébergement et du contrôle des personnes qui sont dans l'hébergement. Et le principe de l'accueil inconditionnel, évidemment, est impacté par ce genre de choses. On s'aperçoit qu'en fait, sur des mesures très ponctuelles, très, très ciblées, en réalité, on touche des tas de questions qui vont bien au-delà de celles qu'on a initialement pensées. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est la question des droits fondamentaux. Quand on touche à des droits fondamentaux, on ébranle l'ensemble du système. Les droits fondamentaux sont indivisibles. Et à partir du moment où on met en cause les droits fondamentaux de personnes, que ce soit les plus pauvres, que ce soit les étrangers, que ce soit n'importe qui, on ébranle le système et c'est la démocratie qui est en jeu, qui est en cause, c'est notre système qui est en cause. Je crois qu'on doit se débattre, se bagarrer sur tous les fronts et on doit effectivement prendre conscience que ce n'est pas parce que je ne suis pas concerné par ce droit qui est impacté que ça n'a pas d'importance. Si ça a d'importance, on l'a vu, là encore, ça fait écho à ce qui a été dit aujourd'hui tout à l'heure dans la question de la montée de l'intolérance en général. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis parce que c'est très important. On fait partie d'une même humanité. Et quand on a dit pas monter les gens les uns contre les autres, les 10%, les 20%, j'aurais dû rajouter
la question des migrants, nous font partie d'une même humanité. Ce n'est pas parce qu'on aide les personnes réfugiées, qu'elles soient d'ailleurs réfugiés économiques ou politiques, qu'on ne travaille pas aussi sur la question de la lutte contre la pauvreté en France. C'est une idée complètement fausse. C'est si on accepte que des personnes vivent dans des façons indignes, c'est notre humanité qui est mise en cause, c'est notre démocratie qui est mise en cause. Vous pouvez à nouveau poser des questions si vous le souhaitez. Oui, bonjour et bravo pour votre organisation. J'ai été très ému lors de la visite. Je suis Philippe Le Boulanger de l'UTR 06 CFDT. Le pacte de pouvoir de vivre, je rejoins ce que vous disiez, Madame, tout à l'heure, dignement. Ça me semble effectivement très important. Parce qu'aujourd'hui, on va vivre ce qu'on appelle la transition écologique, une évolution sociétale que nous souhaitons tous dans les valeurs de la CFDT, et avec l'expertise de tous les partenaires que l'on voit ici, dont on voit les logos qui sont en bas. Et moi, je voudrais une chose, c'est que nous, dans ce pacte de pouvoir de vivre, on puisse s'assurer, veiller que tout ce progrès commun soit socialement supportable. Parce que j'ai bien l'impression que si, derrière, la population ne peut pas supporter l'effort que l'on va leur demander, ce sera effectivement très difficile à gérer sur le long terme. Oui, non, juste... Vous êtes CFDT. Je crois. Non. Et effectivement, ça, c'est un projet de société. C'est un projet de société qu'on voit à travers le prisme de la bienveillance, de la sympathie. Surtout, pour... Là, par contre, je reprends un peu ce qu'a dit et ce que disait notamment Hulot. Vivre, ça ne suffit pas de vivre. Parce que vivre, il vivait aussi ici. Mais c'est dignement, et peut-être qu'il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est vivre dignement ensemble. Ensemble, et pour cela, je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est tous là pour travailler avec et non pour. Et ça fait toute la différence. Merci. Oui, Jean Barret, de retraité CFDT des Bouches-du-Rhône. Est-ce que vous pouvez vous lever, on ne vous voit pas? Comment? Vous faire un signe. Ah, ça y est. Ah, voilà, je suis là. Non, mais non, je reste assis parce que je prends des notes, donc ça serait... Alors, je voulais dire, pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, moi, ce qui me frappe dans le pacte du pouvoir de vivre, c'est que c'est un projet de société. Le problème, un projet de société, il y a une expression qui a été employée que je cite chaque fois que j'explique de quoi il s'agit. Il s'agit de changer le monde pour changer de monde, ou changer de monde pour changer le monde. Le problème, c'est qu'effectivement, notre philosophie, ou la philosophie du pacte de vivre, s'oppose à la philosophie des pouvoirs en place dans la plupart des pays, et d'abord dans le nôtre. Une philosophie qui est une philosophie des droits de l'homme, de la promotion des hommes et des femmes, de la justice. Cette philosophie, elle s'oppose à ce qu'on pourrait appeler une philosophie budgétaire, financière, financiariste. Bon, et comment, disons, il faut prendre conscience de l'opposition entre ce que nous voulons et ce qui se passe effectivement en France aujourd'hui, et voir comment on va continuer à prendre, disons, à essayer de faire passer ces idées. Ça pose la question, effectivement, de la question suivante. Nous avons effectivement des propositions qui ont une cohérence idéologique et humanitaire et philosophique importante. Comment cela va-t-il pouvoir se traduire par des décisions politiques? Parce que les politiques, si j'ai bien entendu, ils nous écoutent au mieux sympathiquement,
ils ne sont pas prêts à appliquer ce que nous demandons. Oui. Bonjour. Maintenant, je suis désolée, je suis obligée de vous demander d'être bref pour les dernières questions, parce que malheureusement, le temps avance. Je vous en prie, allez-y. Bon, je vais essayer d'être bref. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais essayer. Donc, André Mourgue, CFDT. J'ai une question un petit peu peut-être pas très sympathique, peut-être que je la présente comme ça. On parle toujours du fait que les gouvernements successifs, et en particulier le dernier, ont snobé, entre guillemets, les corps intermédiaires. Est-ce que ce n'est pas un petit peu de notre faute? La question que je me pose, c'est la question suivante. Actuellement, il y a 54 associations qui se réunissent au sein du pacte du pouvoir de vivre. En France, il y a combien d'associations qui se battent isolément dans leur coin sans avoir jamais cherché à agir de façon collective? Est-ce qu'on n'est pas responsable au départ de cet émiettement qui a fait que chacun voulait être un petit peu dans son précaré, vouloir défendre à tout prix ses intérêts personnels, enfin personnels, quand je dis personnel, c'est d'un groupe de personnes. Est-ce que le sens du collectif, on ne l'avait pas perdu? Et est-ce que finalement, le pacte du pouvoir de vivre, c'est pas justement retrouver le sens du collectif que je pense qu'on avait perdu? Et c'est quand même un petit peu de notre faute aussi. C'est pas simplement la faute des gouvernements. Les gouvernements, ils se sont servis de nos fautes. Merci. On prend encore 2 ou 3 questions. J'y vais là. Alors Gilles Marcel, Fédération régionale de France Nature Environnement. Tout d'abord, moi je voudrais remercier les initiateurs du pacte pour la qualité du travail, parce que quand on lit les attendus, c'est quand même quelque chose qui est très bien écrit et qui va loin et dont on pourrait s'inspirer et retrouver justement le sens du collectif qui effectivement est un petit peu loin dans notre société. Donc au-delà de cette question du comment vous avez fait, c'est aussi comment vous avez fait pour être à 54 aujourd'hui, parce que moi je compte 12 sigles sur la présentation, et donc il m'en manque beaucoup dans la région. Donc comment est-ce que vous pourriez peut-être secouer un petit peu ceux qui manquent pour qu'on arrive à être un petit peu plus fort dans cette région? Je ne vais pas dire que c'est une région martyre, mais enfin on est quand même, on accumule beaucoup de problèmes environnementaux, on pourrait y passer la journée pour les citer, mais au point de vue politique, ça a été dit tout à l'heure sur comment on s'est retrouvé à devoir voter pour M. Estrosi, pour ceux qui ne voulaient pas se prendre le Front National dans la région. Donc on est une région qui devrait être regardée avec un regard peut-être plus appuyé par l'ensemble des acteurs du pouvoir de vivre. Et moi, c'est un petit peu un appel que je lance. Ici, on est 12 sur 54. Comment est-ce que vous avez fait? Je pense qu'il a été question du Césaire sur... il me semble qu'au niveau institutionnel, on a dû rater une marche dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je fais référence au Césaire et aux membres du Césaire qui ne sont pas ici. Désolée, et donc, voilà, je ne vais pas plus loin puisqu'on n'a pas le temps. Ouais. On va, une dernière question. Allez-y, applaudissez-le. Et une dernière question, et puis en fait... Allez, je serai le dernier, voilà. Bon. Bonjour à tous, donc voilà. Non, oui, allez, j'y vais rapidement. Voilà, donc Stéphane Salor, président du Crédit Coopératif pour la région PACA, militant mutualiste. Et oui. Pardon, on n'entend pas, on ne voit pas où vous êtes. Ah, oula, je suis tout à fait en haut là, regardez. Je vais me mettre dans la lumière, voilà. Allez. Ah. Voilà. Et donc je voulais vous dire très brièvement que je trouve cette machine que vous avez créée tout à fait formidable. Et que, pour être transparent, je suis également engagé sur les élections municipales. Et je pense que ce que vous avez fait là aurait eu toute sa place dans le débat et dans les propositions à faire auprès des candidats. Tout à l'heure, quelqu'un a fait allusion, à juste titre, au pacte pour la transition. On nous a demandé de nous positionner dessus par des curseurs sur un certain nombre de domaines sur lesquels on se sentait à l'aise ou moins à l'aise. Mais si on veut effectivement renouer avec des corps intermédiaires locaux forts et les renforcer, l'élection municipale est le bon niveau. La régionale est déjà un peu plus loin, je suis un peu plus large. L'élection municipale est vraiment le bon niveau. Et je pense qu'effectivement, on aurait eu, vous auriez eu, je dis on parce que je suis impliqué via la mutualité, tout intérêt vraiment à saisir tout un chacun de ces éléments-là qui sont très forts et qui en plus sont dans un schéma de questions qu'on retrouve aussi par ailleurs et que vous arrivez là à unifier. Voilà, en tout cas bravo et merci beaucoup de ce bel exercice.
Alors, là- il y a 3 questions de... Tout Allez-y. le monde se réveille à la fin, c'est toujours pareil. Tout le monde se réveille à la fin, on arrive. Attends, Cyril. Dalila, CFDT. Concrètement. Qui êtes-vous? J'ai pas. Dalila de la CFDT. Pardon. Voilà. Je voulais dire concrètement, en tant que citoyenne et en tant que syndicaliste et militante, comment mieux accueillir ces familles en tenant compte de la particularité de leur situation sans les enfermer pour autant dans un statut d'altérité radicale, et quelle action pour favoriser le dialogue interculturel et mettre en place une véritable politique de service. Voilà, concrètement, comment on fait vivre en tant que CFDT syndicaliste le pacte de pouvoir de vivre avec ses 66 propositions. Merci. Merci. Voilà. Donc, mais merci de me donner la parole pour la fin. Marjolaine Dill, je suis cofondatrice d'une agence de communication qui est dédiée à l'économie sociale et solidaire. Et comme on est dans un lieu historique, je me dis, et particulièrement ce lieu-là, j'ai juste envie de vous demander, tout simplement, est-ce que vous pourriez pas, vous, toutes les organisations membres de ce pacte, nous faire revivre ce qui était le Conseil national de la résistance, qui a quand même abouti à la sécurité sociale. Voilà, moi, c'est ça que j'attends des propositions qui vont aboutir. Est-ce qu'on arrête ici pour les questions? Oui, je pense. Merci beaucoup pour toutes vos participations. Alors maintenant, il faut répondre à tout assez rapidement. Je veux bien répondre sur 2 choses. Sur les 54 et le local, vous allez sur le site, il y a un certain nombre d'organisations nationales, je vais prendre l'exemple d'Oxfam, mais il y en a toute une série d'autres, qui n'existent pas forcément au niveau régional. Mais il y en a toute une série d'autres, j'ai cité tout à l'heure l'Union sociale pour l'habitat, mais il y en a des tonnes d'autres qui existent au niveau régional. Vous allez sur le site, vous regardez qui sont leurs représentants dans la région, et après vous allez taper. Enfin, je pense que le fait d'avoir le réflexe du réseau et de dire sur ce sujet-là, je vais chercher un tel, c'est vraiment très important. Là-dessus, la question de l'émiettement, dont parlait quelqu'un en disant on était un peu responsable, moi je pense que justement notre effort, déjà nous chacun je pense, on essaie de faire ça énormément au niveau de nos mouvements, de nos associations. Nous on est 3500 associations dans toute la France et dans tous les outre-mer de la France. Je peux vous dire que ça fédère quand même assez fort. Mais après c'est vrai que les gouvernements successifs, pas que celui-là, beaucoup de politiques, surfent sur un individualisme qui progresse, surfent sur les outils de communication qui progressent, et voilà, donc on a cette difficulté-là. Juste finir sur la personne qui parlait du fait que la transition laisse de côté un certain nombre de personnes. Je pense que c'est vraiment le cœur de ce pacte. La transition, enfin, le fait que cette transition soit juste est pour nous pas une option, c'est totalement fondamental. C'est-à-dire d'abord, il n'y aura pas de transition si elle n'est pas juste. C'est impossible de faire bouger une société, on l'a très bien vu avec les Gilets jaunes, mais sur 1000 autres sujets, si, encore une fois, on ne crée pas un horizon commun, si les gens ne voient pas ce qu'ils y gagnent, ce que leurs enfants y gagnent, etc., etc., et c'est au cœur de ce qu'on fait. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, sur tout ce qui est fiscalité écologique, dans les propositions qu'on a fait au PLF, c'est le fait d'avoir, d'une part, que dans le projet de loi de finances, qu'on ait ce qu'on appelle un revenu climat pour les ménages les moins favorisés qui sont impactés, qui pourraient être impactés par un certain nombre de mesures qui toucheraient le prix d'un certain nombre d'énergie, etc. Mais de manière plus générale, que l'ensemble de la fiscalité écologique aille de façon concrète à la transition, à la mobilité, on en a parlé, au logement, à la rénovation thermique, et non pas, Claire l'a dit, à l'allègement de la fiscalité des plus fortunés, etc. etc. Donc, et ça nous fait dire à Télécar Monde, on est pour la taxe carbone. Mais bien sûr, tout dépend comment on l'utilise après. C'est la manière dont on la met en place. Donc, vraiment, je vous dis, c'est pas du tout pour vous rassurer, c'est l'ADN même du pacte que de tenir ensemble la justice sociale et la nécessité de transition. Alors, pour répondre à plusieurs choses, travailler avec. Je suis 10 000 fois d'accord avec vous. On ne travaille pas pour, par exemple, nous, les plus pauvres. On travaille avec les personnes en situation de précarité. Est-ce que vous me permettez, en 2 minutes, de vous donner un exemple de ce qui vient de se passer récemment? Le CNLE, le Conseil national de lutte contre les exclusions, qui réunit à la fois, d'ailleurs, des associations, des syndicats, et qui, pour l'instant, d'ailleurs, était un peu en veille et va redémarrer, mais dans lequel il y a des personnes en situation de précarité dans ce CNLE. Ce CNLE va être chargé d'évaluer la stratégie pauvreté. Donc, il y a 15 jours,
ont été réunis une dizaine de personnes en situation de précarité pour que leur soit expliqué la stratégie, les points importants et un peu comment l'évaluer. Et dedans, on a 2 militants Carmonde, donc 2 personnes en situation de précarité qui y étaient. Et au bout d'un moment, il y en a une qui dit « Mais moi, là, je ne comprends pas bien ce que vous dites, il faut que vous me réexpliquiez. » Et la personne en face, je ne vous dis pas qui était chargée de présenter, lui a dit « Ah non, mais là, je suis déjà en mode dégradé, moi, je ne peux pas faire plus simple. » Alors, vous voyez, on peut faire de la participation, mais si c'est pour la faire dans ces conditions, nous, heureusement qu'elle est costaud, cette femme, et qu'elle n'est pas partie en disant « Maintenant, c'est gentil, mais je ne vais plus dans ce genre de choses », et qu'elle vient nous le raconter, qu'on peut essayer de travailler ensemble. Et après, voilà, pas qu'ils partent déjeuner à la cantine. Et là, la cantine, 11 €. Déjà, leur cantine, elle est chère, hein, parce que moi, la cantine à RFI, elle est à 3,50 €. Hein. Mais donc, elle est la partie pour déjeuner, et elle dit « Mais moi... je suis aux minima sociaux, j'ai 2 € par jour pour me nourrir, 11 €, je ne peux pas. Puis nous, on n'avait même pas été prévenus, on leur aurait avancé l'argent et tout. Et là, Vlatipa, qu'on lui répond, mais quand même, enfin, 11 €, c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc, voilà, donc, si vous voulez, voilà, la participation, ouais, mais à quelles conditions, quoi? Parce que quand on fait ça, on fait non seulement de l'ersatz de participation, on est d'une violence, parce que c'est excessivement violent pour ces personnes. Hein. Où est la violence dans ces cas-là, hein? C'est excessivement maltraitant. Donc je voulais vous réagir voilà, sur le avec, le retrouver le sens du collectif. Vous avez 10 000 fois raison. Alors je vais vous dire, les associations de lutte contre la pauvreté, ça fait déjà un moment qu'elles travaillent ensemble. Mais alors là, travailler avec des associations de protection de l'environnement, la CIMAD, on travaille déjà ensemble, hein, mais avec des associations de protection de l'environnement, avec la FAGE, avec les syndicats, mais c'est une bouffée d'air pour nous. Ça nous fait du bien. Donc on en est convaincu de ce collectif. Et après, comment on peut vous aider localement? Mais c'est vous localement, c'est-à-dire le vous, c'est le nous. Vous nous renvoyez du vous, mais moi je vous renvoie du nous. C'est nous ensemble qui pouvons faire. C'est vrai qu'au niveau national, on a Laurent Berger qui est quand même un sacré moteur de rassemblement. Ça, je ne vous cache pas que ça aide. Non, mais c'était juste pour revenir sur ce qui a été dit sur les questions de justesse en termes de fiscalité. Je crois que c'est, pour revenir sur la dernière question qu'on nous a posée, je crois que c'est un des gros enjeux du pacte, de construire et de même. Voilà, en fait, il faut que le pacte s'entoure aussi d'experts, etc. Mais je pense qu'un de nos objectifs aussi, c'est de proposer un modèle fiscal juste et efficace. Et je crois que ça, c'est un bel objectif du pacte dans les années qui arrivent. Je voudrais revenir sur le projet de société. On a dit que peut-être il y avait derrière ce pacte quelque chose de l'ordre du projet de société. Ce qui renvoie à la question du politique. C'est quoi le politique? Et là, il faut faire attention. Vous avez des personnalités politiques qui ont un certain don pour dénigrer une partie du politique parce que ça les dérange. Et en particulier, vous avez peut-être entendu récemment un homme politique important en France qui dénigrait les droits de l'homme, les droits de l'hommisme. Vous savez, ces organisations qui font dans le droit de l'hommisme avec un mépris qui est assez gênant. Alors, je crois qu'il faut faire attention et bien réfléchir à ce qu'on dit lorsqu'on réfléchit sur ce modèle de société ou sur la question politique en général. Et pour simplement répliquer à cette question des droits de lobbyistes, je renvoie juste à un arrêt qui a été rendu par le Conseil constitutionnel en juillet 2018. Un arrêt absolument important. C'est un arrêt qui indique que le principe de fraternité est aujourd'hui un principe constitutionnel. C'est du droit de l'homme, ça? Eh bien non, c'est constitutionnel, c'est du droit, et c'est du droit fondamental. Et ça, c'est de nature à irriguer complètement la réflexion politique, ça change le regard complètement, et c'est, à mon avis, un élément qui montre que le politique est beaucoup plus riche que ce qu'on veut en dire habituellement, en le réduisant par exemple à de l'économique, en considérant que le politique se réduit à l'économique et que le reste ne compte pas. Eh bien si, le reste compte, de la même manière qu'il faut s'occuper des mineurs et les accueillir en respectant leurs droits, de la même manière qu'il faut s'occuper effectivement des personnes les plus pauvres et respecter leurs droits, de la même manière, il faut prendre en considération l'ensemble des grands principes qu'il faut défendre. Les principes, et je reviens sur les droits fondamentaux, ils sont posés là, ils nous concernent tous, et voilà une illustration que l'on peut arriver aussi à combattre sur ce terrain. Quelquefois, ce n'est pas sur le terrain politique au sens classique du terme, c'est aussi sur le terrain judiciaire. Et bien le judiciaire, c'est aussi une manière d'arriver à faire respecter les grands principes. Et là, de ce point de vue-là, je crois que le Conseil constitutionnel a fait un pas utile.
Et juste merci. Pour répondre à ce que vous avez dit, madame, là, de la CFDT, je suis désolée, j'ai oublié votre prénom, j'aurais dû le noter. Sur ce que j'entends de ce que vous dites, c'est finalement qu'est-ce que je fais moi maintenant. Oui. Et je trouve que votre question, elle est hyper pertinente. C'est concrètement qu'est-ce que je fais. Alors je pense que les ateliers de cet après-midi sont justement une partie de la réponse du qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et puis après, il y a plein de choses à faire autour de soi et on peut en discuter après. C'est les enfants à l'école, dans la classe de son enfant, il y en a souvent qui sont en difficulté scolaire, de familles plus défavorisées. Comment on peut être un soutien, changer le regard et un soutien aussi pour l'école, pour aider ces personnes. Qui dans son immeuble ou dans le quartier dans lequel on est, c'est aussi réfléchir à tout ça et à le faire à plusieurs. Parce que réfléchir tout seul est compliqué, mais faire ça à plusieurs, c'est une bonne idée. Et je pense que l'idée, c'est de renvoyer sur les ateliers de cet après-midi. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup.